On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 21 août. La reprise du conflit au Proche-Orient. Toujours pas d'espoir de trêve avec la mort de 3 responsables de la branche armée du Hamas. Pas d'incidence en revanche sur le trafic aérien malgré l'ultimatum lancé hier par le mouvement palestinien sur Tel Aviv. Toujours pas d'amélioration non plus dans l'épidémie d'Ebola, mais pour la première fois, 2 patients traités par un sérum expérimental quittent l'hôpital. Guéris, 2 Américains qui avaient contracté la maladie au Libéria. Et puis le convoi humanitaire russe autorisé à franchir la frontière avec l'Ukraine alors que les combats font toujours rage dans l'est du pays. Il est 21h à Paris, bienvenue dans Paris Direct. La ville de Ferguson aux États-Unis est toujours sous tension, près de 2 semaines après la mort d'un jeune Afro-Américain abattu par la police. Mais depuis 2 jours, les scènes d'émeutes devenues quasi quotidiennes ont laissé place à des manifestations. La violence a semble-t-il baissé d'un cran. Pour en parler avec nous en ligne, Sophie Beaudy-Gendreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire, spécialiste des questions raciales aux États-Unis. La visite hier du secrétaire américain à la justice, lui-même afro-américain, Eric Holder, a-t-elle contribué, d'après vous, à apaiser les esprits sur place ? Alors ça n'a certainement pas fait empirer les choses, au contraire, puisqu'il est quand même tout à fait respecté au sein des communautés noires, on devrait dire. C'était un préadolescent au moment de la lutte pour les droits civiques. Il a connu des arrestations arbitraires par la police quand il était étudiant et même quand il était procureur fédéral. Donc il sait de quoi il parle. Et le fait qu'un procureur se déplace dans une ville comme Ferguson, certainement, ça montre un signe de respect aux gens qui manifestent en ce moment pour demander plus de justice. Plus de justice, il s'est engagé d'ailleurs, mais à plus long terme, est-ce que cette affaire va laisser des traces dans l'opinion publique américaine ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on prolonge la question sur Eric Holder, il a ouvert une vingtaine d'enquêtes à propos de groupes policiers qui avaient été mis en cause. On peut s'attendre à ce qu'il déclenche là aussi une grande investigation peut-être sur des violations de droits constitutionnels. Et quand ça part du fédéral, il s'ensuit très souvent des réformes sur des méthodes policières dans telle ou telle ville. On l'a bien vu à New York et dernièrement d'ailleurs, les minorités qui s'étaient organisées, et on peut souhaiter qu'elles le fassent à Ferguson, ont obtenu satisfaction puisque la juge a dit que évidemment elle voyait bien que la police se livrait de la discrimination raciale. Donc je pense que reconnaître ça, peut-être faire condamner le policier après que le grand jury ait rendu ses conclusions, ça va apaiser l'opinion. Merci, mais Sophie. Alors, oui. Les Américains en général, ça c'est beaucoup plus difficile puisque les Blancs généralement nient qu'il y ait encore beaucoup de tensions alors que les Noirs continuent à trouver qu'ils sont beaucoup trop suspectés par des polices et surtout si elles sont blanches. Vous pensez d'ailleurs que dans la participation électorale, ça va se ressentir ? On avait vu une augmentation assez nette du vote de la communauté afro-américaine, notamment en 2008 pour la première élection de Barack Obama. Vous pensez que, à nouveau à l'avenir, on va ressentir une forme de désintérêt ou de désaveu au sein des minorités ? Je pense qu'il y a une grande impatience et une grande colère aussi, parce qu'ils ont l'impression qu'effectivement, ils ont été très loyaux vis-à-vis d'Obama et que Obama, finalement, quand ils ont un coup dur comme celui-là, reste extrêmement prudent. Mais Obama est ce qu'on appelle un canard boiteux. Il ne veut pas se représenter, donc il est en position affaiblie, et avec un congrès qui, d'autre part, est particulièrement virulent à son égard. Donc il y a en ce moment effectivement une grande déception de la part des porte-paroles des Noirs aux États-Unis. Ils ne se cachent pas. Merci Sophie Beaudy-Gendreau d'avoir été avec nous dans Paris Direct. C'est une nouvelle journée d'affrontement à laquelle on a assisté aujourd'hui au Proche-Orient. Israël a intensifié ses raids sur la bande de Gaza, tuant au passage 3 dirigeants de la branche armée du Hamas. L'État hébreu semble bien décidé désormais à frapper à le sommet de l'organisation palestinienne, comme nous l'explique Clovis Casali. Il tire en l'air et crie vengeance. Démonstration de force du Hamas dans les rues de Rafah. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont pris part aux funérailles des 3 chefs des brigades Al-Qassam tués jeudi lors d'une opération de Tsahal. Grâce aux services de renseignement israéliens,
L'aviation a pu localiser et bombarder une maison de Rafah où se trouvaient les 3 figures de la branche armée du Hamas. Parmi eux, Mohamed Abou Shamala, le commandant de la milice palestinienne dans le sud de Gaza, ainsi que Raed Al-Attar, un homme lui aussi traqué de longue date et accusé d'avoir planifié, puis dirigé l'enlèvement du soldat Gilad Shalit en 2006. Une victoire importante pour Israël, et le Hamas n'a pas tardé à réagir. L'assassinat des chefs des brigades Al-Qassam à Rafah est un grand crime qui ne réussira pas à affaiblir la résistance ou à briser la volonté du peuple palestinien. La force d'occupation payera le prix pour ces morts, si Dieu le veut. Mardi, c'est le chef du bras armé du Hamas qui avait été visé par Tsahal. Mohamed Deif a pu néanmoins s'échapper, contrairement à des membres de sa famille tués lors des bombardements. Israël cherche à décimer l'état-major militaire du Hamas et le ministre de la Défense s'est félicité de la mort des 3 chefs des brigades Al-Qassam. C'est une très importante victoire des services de renseignement, du Shin Bet et de l'armée. Ils travaillent jour et nuit pour assurer la sécurité des habitants d'Israël. Et je leur témoigne toute ma reconnaissance pour cela. Nous continuerons de traquer les leaders du Hamas, où qu'ils soient. Si le Hamas a menacé de frapper l'aéroport international de Ben Gourion à Tel Aviv, c'est le sud d'Israël qui a subi jeudi une attaque. Un kibboutz était visé. Un homme a été sérieusement blessé dans une attaque au mortier venant de Gaza. Scotland Yard est sur la piste du meurtrier de James Foley, le journaliste américain décapité par les djihadistes de l'État islamique. L'assassin, qui apparaît cagoulé dans la vidéo diffusée hier sur Internet, se distingue par son fort accent britannique. On apprend aussi aujourd'hui que les États-Unis avaient tenté cet été de libérer leurs ressortissants sans succès. L'organisation de l'État islamique qui a menacé de tuer un autre otage américain si les États-Unis continuaient de frapper leur position en Irak. Une injonction à laquelle n'entend pas céder Washington. De nouvelles frappes aériennes ont eu lieu ces dernières heures, comme l'avait d'ailleurs annoncé hier Barack Obama. La rébellion chiite au Yémen, elle accentue sa pression sur le gouvernement. Sanaa, qui fait face à une situation explosive, se dit prête au dialogue, mais pas sûr que cela suffise. Des milliers de membres armés du mouvement d'Ansar Wallah ont consolidé ces dernières heures leur position autour de la capitale. Sur place, ils mobilisent leurs partisans pour réclamer la démission du pouvoir. Les explications en images de Cécile Galuccio. On veut la chute du gouvernement, scandent ces rebelles chiites. Des centaines d'hommes armés sont aux portes de la capitale yéménite. Ils ont dressé des dizaines de tentes pour faire pression sur le pouvoir. Ils font partie de la rébellion d'Ansar Wallah, une organisation qui contrôle la région de Sada. Et ces rebelles ne comptent pas s'arrêter là. S'ils ne répondent pas à nos demandes, c'est-à-dire de renouer le dialogue, d'annuler l'augmentation du prix de l'essence et de faire partir ce gouvernement corrompu, nous continuerons à manifester. Même si on doit sacrifier notre tête, notre sang et tout ce que nous avons. Nous sommes ici à la demande de notre chef, Abdelmalek Al-Houthi, pour soutenir la révolution et renverser le gouvernement. C'est donc derrière Abdelmalek Al-Houthi qu'ils se sont rangés. Le chef rebelle a fixé un ultimatum aux autorités pour satisfaire ses revendications. Un ultimatum qui doit prendre fin vendredi. Pour tenter d'enrayer l'escalade, les forces de sécurité ont déployé des renforts à l'ouest de Sanaa. Le président yéménite a également averti les rebelles. Des mesures fermes seraient prises en cas de débordement. Les membres de l'armée ont toujours été les protecteurs du Yémen. Vous êtes l'image du sacrifice et de la rédemption. Et vous êtes la fierté de la nation. Nous vous demandons d'être plus vigilants et d'être prêts à mener des combats. Le gouvernement mis en place en février 2012 est confronté à des difficultés économiques accentuées par une vague de violence attribuée à Al-Qaïda, mais aussi à la rébellion dans le nord et à un mouvement sécessionniste dans le sud. Les dernières nouvelles concernant l'épidémie d'Ebola, à présent, qui a déjà fait 1350 victimes en Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année. Et pour la première fois, une lueur d'espoir, 2 patients américains traités avec un sérum expérimental ont pu quitter l'hôpital. Ils sont définitivement guéris. Tous 2 avaient contracté la maladie au Libéria, l'un des pays les plus touchés, où ils effectuaient une mission pour une organisation caritative. Le Libéria, justement, où les habitants de Monrovia ont vivement réagi à la décision des autorités de placer un quartier de la capitale sous quarantaine. Des affrontements ont éclaté avec la police et l'armée alors qu'un couvre-feu général est décrété sur la ville. Autre mesure drastique en Afrique du Sud, cette fois qui ferme ses frontières à tous les voyageurs en provenance des pays à risque.
Et puis sachez enfin que les autorités irlandaises effectuent un test de dépistage sur le corps d'un homme découvert sans vie à Donegal, c'est dans le nord-ouest du pays. Il aurait voyagé récemment dans les pays africains touchés par l'épidémie d'Ebola. Le convoi humanitaire russe lui a enfin pu franchir la frontière en direction de l'Ukraine. Après une semaine bloquée sur place, les 260 camions ont enfin été autorisés à pénétrer dans la zone tampon entre les deux pays pour y être inspectés par la Croix-Rouge. Les autorités ukrainiennes les soupçonnent d'acheminer des armes à destination des séparatistes alors que les combats font rage toujours à Donetsk ainsi qu'à Lugansk. On fait le point avec Valériane Gauthier. Les premiers camions russes franchissent le poste frontière. Après avoir été bloqués pendant plus d'une semaine, jeudi en fin de journée, les gardes-frontières ukrainiens ont commencé l'inspection du convoi humanitaire envoyé par Moscou, une opération supervisée par la Croix-Rouge. Le CICR est donc prêt maintenant à pouvoir, une fois ces cargaisons entièrement inspectées, pouvoir commencer son travail de dispatch et de distribution humanitaire. Une aide humanitaire très attendue par les habitants du Donbass. Car avec l'intensification des combats, leur situation s'est encore détériorée. À Donetsk, bastion des séparatistes désormais cerné par les troupes de Kiev, beaucoup ont tout perdu. Je venais de tout refaire à neuf. Je suis encore en train de rembourser le prêt que j'ai fait pour construire cette partie de la maison. Je me suis protégé sous une arche que j'ai construite moi-même, quand j'ai entendu une deuxième, puis une troisième explosion. La détonation m'a rendu sourd. De violents affrontements ont également lieu à Luhansk. Sans eau ni électricité, la ville est isolée depuis 3 semaines maintenant. Luhansk, où les forces loyalistes affirment avoir saisi 2 blindés russes. Dans l'un des véhicules, nous avons trouvé un ensemble de documents, un permis de conduire et des documents militaires. Le personnel et le véhicule sont inscrits comme faisant partie de la division militaire 742-68 des parachutistes de la première division de Pskov de Russie. Si ces informations sont avérées, il s'agirait de la première preuve de l'implication des forces régulières de Moscou dans le conflit. Accusée jusqu'à présent par Kiev et l'Occident de fournir des armes et des combattants à la rébellion, la Russie a toujours démenti. Au Brésil, c'est l'écologiste Marina Silva qui a annoncé sa candidature aujourd'hui. Elle remplace le socialiste Eduardo Campos, décédé début août dans un accident d'avion. Marina Silva qui pourrait bien créer la surprise. En tout cas, les sondages la donnent au coude à coude avec la présidente sortante brésilienne. Son portrait par Florent Rodeau. Sa nomination risque de bouleverser la donne de l'élection présidentielle brésilienne. Après avoir accepté son investiture, la nouvelle candidate a rendu hommage à son défunt prédécesseur. Je sens que le Parti socialiste brésilien va porter de l'avant les projets inspirés par Eduardo Campos. Sans Eduardo, nous avons aujourd'hui ce qui nous a toujours unis. La conscience claire d'où nous voulons aller. Marina Silva n'a pas tardé à critiquer l'action de Dilma Rousseff. Elle a pointé du doigt son bilan économique, notamment la croissance en berne et une forte inflation. Ancienne ministre de l'Environnement de Lula, Marina Silva se présentait au départ comme vice-présidente d'Eduardo Campos, décédé dans un accident d'avion le 13 août dernier. Ayant grandi dans une communauté de récoltants de caoutchouc, elle n'a appris à lire qu'à l'adolescence. Âgée de 56 ans, Marina Silva est très populaire auprès des jeunes et possède de très sérieux atouts pour contrarier l'actuelle présidente. Avec Marina Silva aux commandes, le Parti socialiste brésilien a une candidate qui représente organiquement le parti. Elle va transmettre un ton personnel. Elle est très charismatique. Candidate du Parti des Verts en 2010, elle était arrivée 3e de la précédente élection présidentielle. Marina Silva espère désormais mettre un terme à l'hégémonie du Parti des travailleurs de Dilma Rousseff, au pouvoir depuis 2003. Il est bientôt 20h15 à Paris. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. La reprise du conflit au Proche-Orient. Toujours pas d'espoir de trêve avec la mort de 3 responsables de la branche armée du Hamas. Pas d'incidence en revanche sur le trafic aérien.